De retour dans le podcast Ça déraille pour débriefer cette jolie 4e étape entre Redon et Fougères. Une étape marquée cette fois-ci par aucune chute. Pour une fois, c'est la première depuis le début de ce Tour de France. On en parlera d'ailleurs de ces nombreuses chutes dans cette dernière partie, le sprint final. Mais avant ça, on va parler du vainqueur du jour, le beau vainqueur Mark Cavendish, le Britannique qui remporte sa 31e victoire sur le Tour de France et à seulement 3 unités du grand Eddy Merckx. On discutera de l'homme de Man dans la première partie dans le départ, et puis il y aura aussi les rubriques, on attaque pas, et bien sûr les petits paris parce qu'on adore parier en fin d'émission sur ce chrono à Laval. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Jérémy Saakian qui est de retour. Bonjour Jérémy. Salut Johan, salut à tous. On a aussi Rémi Dos Santos qui est souvent présent à mes côtés. Bonjour Johan, bonjour à tous, ravi de revoir Jérémy Saakian. Ah, ravi, carrément. Pas de quiz pour Jérémy Saakian cette fois-ci, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. En attendant, on va parler de l'homme de Man, Mark Cavendish, qui a remporté cette 4e étape du Tour de France. Mark Cavendish qui remporte cette 4e étape. Alors le Britannique qu'on attendait peut-être plus parce qu'à 36 ans, l'homme de Man tout simplement, voilà, il était un peu disparu, il avait un peu disparu des radars. Cette victoire, les gars, elle vous a surpris ou elle vous a pas surpris, Jérémy? Est-ce que toi tu t'attendais à une victoire de Mark Cavendish qu'on avait revu au plus haut niveau cette saison avec quelques victoires sur le Tour de Turquie et sur le Tour de Belgique? Oui, voilà, c'est surtout ça, les points sur lesquels il faut insister, c'est que Cavendish avait annoncé les prémices d'un retour au plus haut niveau. Cette victoire de Cavendish il y a 2 semaines, je l'aurais pas imaginé dans la mesure où je pensais que Sam Bennett serait sur le Tour. À partir du moment où Cavendish est entré dans les 8 de la de Knack, on se doutait bien qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Donc aujourd'hui, avec l'abandon d'Iwan, avec le Merlier qui s'est sacrifié pour Philipsen, c'est pas une grande surprise pour moi de voir Cavendish triompher. Ouais, Rémi, toi, c'est pareil, parce que je crois qu'on en avait parlé dans le débrief avant-tour sur Mark Cavendish. Je sais plus qui ne croyait pas en une victoire du Britannique sur le Tour de France. Est-ce que c'était toi? Est-ce que tu te souviens? Alors, il me semble que c'était Brice, parce que moi j'ai toujours des très bons paris, donc je sais même pas pourquoi on pense que ce serait moi. C'est vrai. En vrai, je suis quand même assez surpris de le voir gagner aussi vite et autant en puissance en plus. On a revu le Cavendish d'il y a quelques années qui a fondu sur Philipsen et Boll dans le final, qui a résisté au retour de Boigny. Il a été monstrueux dans ces 200 derniers mètres. En plus, c'était vraiment pas un final facile. Et le voir, je m'attendais éventuellement à ce qu'il gagne une étape, mais si tôt dans ce tour, c'est à mon sens très étonnant. Mais on savait qu'il était de retour parce que voilà, il avait quand même signé des belles victoires. Après, il n'avait pas affronté tous les meilleurs. Le cave reste le cave, quoi, tout simplement. Ouais, alors qu'un hélicoptère passe juste au-dessus de nous, ici à Fougères, donc ça fait un petit peu de bruit, mais on est toujours présent avec vous. Mark Cavendish, 31 victoires, il est à plus qu'à 3 unités d'Eddy Merckx. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher Eddy Merckx maintenant qu'on le voit aussi facile sur ce Tour de France? Est-ce que c'est possible pour vous? Pour moi, c'est pas possible. En tout cas, pas cette année. Je pense qu'Alpecin Phoenix fera pas 2 fois la même erreur de privilégier Philipsen à Cavendish. Pour moi, Cavendish est capable d'en regagner une. De là à en gagner 3 cette année, je suis pas certain. Et puis l'année prochaine, encore faut-il que Cavendish soit de nouveau compétitif, soit aligné. Donc ça fait beaucoup de conditions. Et je suis pas sûr que c'est l'objectif non plus de Cavendish. Déjà gagner une fois, à mon avis, il signait d'avance. Et surtout que Mark Cavendish qui avait envoyé un petit sonore à Christian Prudhomme qu'on a pu écouter, et il nous a fait écouter le directeur du Tour de France. Dedans, il disait quand même que c'était sûrement son dernier Tour de France. Je me demande si c'est même pas sûrement, c'était sûr qu'il ne faisait plus de Tour de France derrière. Donc c'est sûr que là, il faut qu'il aille chercher 3 mais Johan, Est-ce qu'il peut en gagner au moins une autre? C'était aussi sûr qu'il prenne sa retraite l'année dernière, et puis finalement, il est revenu et il claque des étapes. Voilà, on n'est jamais sûr de rien avec Cavendish. S'il va en chercher une autre, voire même 2 autres, il va se retrouver à 2 ou mettons qu'il va en chercher 2, il va se retrouver à une longueur de Merckx. Il va peut-être réfléchir à 2 fois avant de prendre sa retraite aussi. Et aussi ça peut éventuellement entrer en ligne de compte.
Évidemment, il y aura des questions de contrat, de salaire en fonction des équipes avec qui il pourrait signer. Mais il se retrouve à 32 ou 33 à la fin de ce tour. Ça va le titiller, c'est sûr. Il a pris aussi le maillot vert, Marc Cavendish, à son coéquipier Julien Lafilippe. Julien Lafilippe qu'on a écouté, entendu juste après la ligne, qui était très heureux pour Marc Cavendish. Magnifique journée, belle ambiance, belle atmosphère dans l'équipe, beaucoup de motivation aujourd'hui pour donner le maximum pour Marc, le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et voilà, on savait que c'était pas impossible et il l'a montré aujourd'hui. On a vraiment fait le maximum. Et je suis super content pour lui, content pour l'équipe, c'est super. Tout le monde a l'air content dans l'équipe de Koenig quand il s'agit d'un coéquipier victorieux. Tous se sont arrêtés juste après la ligne pour dire un petit mot sur Marc Cavendish. Julien Lafilippe, là, qui était très heureux aussi pour son nouveau coéquipier. Il a raison, Julien. Tout le monde est content de revoir Marc Cavendish gagner, Jérémy. Oui, on est tous contents de voir Marc Cavendish gagner, c'est vrai. Et c'est là qu'on s'aperçoit en fait qu'on est vraiment un peuple qui apprécie les perdants. Que quand Cavendish avait la main sur le tour, on en avait marre, on en voulait plus. Mais il mettait on des coups de était tête avec content. Marc Renshaw. Voilà, et c'était un personnage exécrable. Et là aujourd'hui, c'est vrai que ça nous refait plaisir. Et puisque tu parles de Julien Lafilippe, quand même un petit mot. On pensait qu'il était là pour se focaliser sur le général, qu'il économiserait son énergie, qu'il referait pas les mêmes erreurs qu'en 2019 où il lançait les sprints à Viviani. Semble-t-il qu'on s'est fourvoyé à ce niveau-là, parce qu'il a quand même pris un gros relais dans les 3 derniers kilomètres. Oui, de toute façon, Julien Lafilippe, il ne peut pas s'en empêcher. Il est obligé d'être au four et au moulin, pour utiliser des expressions que Jérémy utilise souvent. Rémi, toi, Marc Cavendish, aussi heureux de l'avoir vu gagner, même si évidemment il n'est pas portugais. Peut-être une ascendance, on regardera son arbre généalogique, mais pas portugais à première vue. Les Anglais et les Portugais ont toujours été très potes contre les Français, hein, donc c'est un peu la famille, hein, Cavendish, forcément. Après, non, évidemment, on est tous contents de le voir gagner. Et je vais rejoindre Jérémy. C'est incroyable comme on aime vraiment les perdants, tout simplement. C'est vrai. Hein, Cavendish, il a gassé tout le monde avant. Maintenant, on veut tous le voir gagner. Ça va être un peu bizarre, hein, pour ses adversaires quand même, parce qu'avant, il gagnait tout. Et maintenant, ils veulent le voir, le public veut le voir gagner. Alors, je me demande, quand on est un Arnaud Démare, un Caleb Ewan ou un Tim Merlier, comment on doit réagir à ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est son émotion à l'arrivée. Là, il a répondu au protocole du Tour de France. Il n'avait pas de mots parce que on ressent qu'il n'y croyait pas à cette victoire et qu'elle lui fait d'autant plus plaisir. Et forcément, quand on voit un coureur aussi ému d'une telle victoire, alors que c'est sa 31e sur le Tour, ça fait énormément plaisir. Ouais, chaque victoire cette saison pour Marc Cavendish, c'était une émotion particulière de le voir en plus revenir à ce niveau de si loin après s'être perdu quelques mois, quelques années. Et ce maillot vert alors de Marc Cavendish, il est monté sur le podium tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y croire jusqu'aux Champs-Élysées? Est-ce que c'est une possibilité de le garder on va pas être en mode Paris, mais presque, Jérémy. Est-ce que tu penses que Marc Cavendish a une chance de garder ce maillot vert? Évidemment, il a une chance, mais il faut qu'on ait 2-3 sprints de plus pour avoir plus d'éléments sur qui veut vraiment jouer le maillot vert. Je parle pas de sprint à l'arrivée, hein, je parle aussi des sprints intermédiaires, parce que j'ai l'impression que chez Alpecin Phoenix, c'est plus Philipsen qui le veut. Sagan a perdu pas mal de points sur la chute, et finalement, quand on regarde bien le plateau de sprinters, il manque Iwan, il manque Bennett, il manque Groenewegen, il manque de très grands noms, et j'ai le sentiment cette année, peut-être, qu'il y a eu un peu une faille spatio-temporelle sur ce plateau de sprinter et qu'il y a beaucoup à faire, qu'il n'est pas si relevé que ça, et que Marc Cavendish, en étant régulier, s'il passe bien la montagne, il est capable de le ramener. Ouais. Alors, moi, pour Marc Cavendish, Rémi? Moi, quand je regarde le classement du maillot vert actuellement, j'en vois un qui se frotte les mains, c'est Michael Matthews. Il est 3e à 11 points de Cavendish. Alors oui, les sprints tout plats, il sera très loin, voire pas là. Mais les étapes un peu compliquées, un peu cabossées, comme au Creusot par exemple en fin de semaine, il sera aux avant-postes, il peut gagner ou au moins faire un très bon résultat comme il l'a fait le week-end dernier. Et je pense que c'est vraiment une chance pour Matthews et peut-être, pourquoi pas, un Nasser Boigny. Ça, ce serait beau. Nasser Boigny qui fait 2e, hein, d'ailleurs. On va en parler d'ailleurs dans En attaque, on n'attaque pas. Je vous ai gardé quelques petites rubriques, bien sûr, des à côté. On passe tout de suite à la nouvelle rubrique.
Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Donc voilà, on n'attaque pas. Avant de parler de Nasser Boigny, parce que je voulais en parler un petit peu, d'abord, Julien Alaphilippe en jaune demain, on attaque ou on n'attaque pas? On attaque. Jérémy? Ouais, je suis un peu partagé parce que quand même Van Aert qui est pas très loin. Ça sera l'un ou l'autre. Donc mi figue mi raisin sur ce coup-là, pour reprendre des expressions que vous appréciez. Ah, mais, tu sais que j'apprécie grandement les expressions. Nasser Boigny, du coup, qui est là et qui est présent sur les sprints cette année, il va en claquer une, Nasser Boigny, sur ce Tour de France. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ah, je suis entièrement d'accord. Ah. C'est son année. Moi, j'y crois pas. Très bien. Pourquoi tu crois, Rémi, alors? Parce que justement, ça fait quand même 2 sprints où il est bien placé, il évite les chutes. On sait que c'est un coureur qui aime frotter, il le fait plutôt bien. Il fait 3 hier, 2 là à Fougères derrière Cavendish. Encore une fois, des sprints compliqués, il y en aura, des sprints avec un final compliqué, il y en aura. Et à l'instar d'un Matthews, comme je le disais tout à l'heure, lui peut vraiment bien passer les bosses, au contraire de Cavendish, Merlier ou Colbrelli. Encore que Colbrelli est quand même plutôt bon là-dedans. Il y aura un moment où il y aura une vraie opportunité. Après, par contre, ce sera vraiment le jour parfait parce que on le voit, il a pratiquement pas de train, il se débrouille tout seul et il faudra vraiment une journée parfaite pour qu'il la claque. Allez, la dernière de on attaque pas, c'est sur Roglic qui a chuté hier et qui a perdu beaucoup de temps, une 30 sur la tête. Est-ce qu'il peut encore jouer la gagne? Est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas, Jérémy? Il peut totalement jouer la gagne. 1 minute 20 après 3 jours, oui, c'est un écart important, mais déjà, il n'y a pas tant que ça sur Pogacar. Il va récupérer une bonne partie de la mise, a priori, sur Carapace sur le chrono. Donc, non, évidemment, c'est encore jouable. Mais moi, c'est davantage que le temps. Effectivement, c'est plus ses blessures qui m'inquiètent. Savoir comment il va récupérer, comment se passent ses nuits, quelles sont ses douleurs. Voilà. Là, effectivement, il y a quelques incertitudes à ce niveau-là, mais on doit absolument pas l'écarter. Ça, c'est une certitude. Ouais, Rémi, est-ce qu'on t'attaque ou t'attaques pas cette fois-ci? J'attaque. Pour moi, il peut encore jouer la gagne largement. On sait qu'il sera très bon, il sera là en chrono. Après, la montagne les Alpes seront la première réponse sur les douleurs qu'il pourrait avoir. Eh bien, très bien, on a entendu tous vos avis sur ces petites rubriques. On passe tout de suite au sprint final parce qu'il y en a qui se sont bien râpés sur ce Tour de France. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Bon, c'était pas des coups de tête cette fois-ci, mais en tout cas beaucoup de chutes sur ce début de Tour de France. Il y en a eu dès la première étape. Il y a eu des leaders qui ont chuté, on l'a entendu tout à l'heure, on l'a dit. Primoz Roglic, mais aussi Geraint Thomas. Pogacar aussi a été à terre, et de nombreux sprinteurs, Démar, Ewan qui a abandonné, Sagan, d'autres coureurs aussi. La majeure partie d'ailleurs des coureurs, il y a même AG2R Citroën qui dès le deuxième jour avait eu 7 coureurs à terre, ou le premier, je me souviens plus très bien, mais en tout cas c'était catastrophique. Et chaotique ce début de Tour de France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça à peu près chaque année, mais on se souvient plus d'un an à l'autre? Parce que l'année dernière, à Nice, il y avait quand même cette deuxième étape totalement glissante, ou cette première étape qui était totalement glissante, et finalement, on a eu beaucoup de chutes aussi. Vous trouvez ça normal qu'on ait autant de chutes dans ce Tour de France, Jérémy? Alors moi déjà, je dissocie la première étape avec cette énorme chute qui était de la faute d'une spectatrice, Oui. avec celle qu'on a connue hier, où là, la responsabilité est clairement engagée du côté des organisateurs. Je considère même que c'est inadmissible d'avoir proposé un parcours aussi dangereux dans les 10 derniers kilomètres. Maintenant, je pense que le message a été entendu. Il y aura encore d'autres étapes piégeuses de ce que j'ai vu, des arrivées avec des virages à 200 mètres. Ça, je pense qu'il faut qu'on commence à les bannir de plus en plus. Maintenant, voilà, le message a été entendu, les coureurs ont élevé la voix, Marc Madiot a passé son coup de gueule traditionnel et charge aux organisateurs d'évoluer là-dessus. Marc Madiot qui a passé un coup de gueule sur France Télévisions, mais il y a aussi Vincent Lavenu qui aussi s'est exprimé bien sûr sur cet événement et notamment cette grève qu'il y a eu après ces nombreuses chutes ce matin à Redon. Voilà ce que dit Vincent Lavenu, je vais y arriver. Il y avait beaucoup d'énervement à l'arrivée suite à ce qui s'est passé, mais encore une fois, on peut crier au loup et trouver tous les mots de la terre. Voilà, un coup c'est les organisateurs, un coup c'est l'oreillette. Bon, je
pense qu'on sait que le début du tour c'est toujours dangereux, certes. Effectivement que les routes doivent être adaptées, notamment pour le premier sprint. Les 2 premiers sprints du tour sont toujours très dangereux. Mais évidemment, je pense qu'il y a certains sprinteurs qui ont pu se calmer un petit peu. Il y a aussi quelque chose qui est flagrant, c'est qu'aujourd'hui, toutes les équipes de leaders veulent absolument être à l'avant au même moment où les équipes de sprinteurs veulent rouler. Je veux dire, quand les routes font 6 mètres de large, tu ne peux pas mettre le peloton. Donc la tension, elle est palpable, elle est là, elle est présente. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être trouver des solutions, et je sais qu'hier, ça a été évoqué, pour faire en sorte que la règle des 3 km passe à une règle de 5, à une règle de 8, à une règle de en fonction de chaque étape. Il y a beaucoup de choses dans les propos de Vincent Lavenu. D'abord, on va rappeler que les coureurs ont protesté au départ à Redon avec 1 minute de silence au moment du départ réel. Voilà, une protestation en silence, pas de mots en plus. C'est juste que l'association des coureurs, la CPA, a communiqué en disant qu'ils aimeraient être entendus par l'UCI pour essayer de changer. Alors, il dit beaucoup de choses. Il veut changer la règle. Il dit que c'est à cause des équipes de favoris. Il y a aussi, bien sûr, les oreillettes qui sont toujours, entre guillemets, un problème pour l'attention du coureur. Quels sont votre avis, Rémi, là-dessus? Qu'est-ce que toi, tu baignerais? C'est quoi? C'est le tracé? C'est les oreillettes? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut blâmer sur ce début de Tour de France et ces nombreuses chutes. Alors moi, alors les oreillettes, c'est vrai que personnellement, j'y avais pas pensé. Évidemment, le tracé, quand les organisateurs tracent leur parcours, ils se doutent bien qu'à 10 km de l'arrivée, ça va visser dans tous les sens et que les équipes de sprinteurs vont rouler fort pour rattraper potentiellement l'échappée ou de toute façon empêcher toute attaque. Donc déjà, en amont, il faudrait réfléchir à ça. Maintenant, le point de vue de Vincent Lavenu sur les équipes de leaders, je le reçois totalement et je pense que la faute, elle est aussi partagée. Encore une fois, c'est impensif, mais les coureurs font la course. Et même si on ne peut pas reconnaître 200 bornes, enfin même les 3500 km du parcours, il y a certains endroits où on sait que ça peut être dangereux et il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que ces équipes de leaders qui veulent maintenir leurs favoris dans les 20 premiers alors qu'il y a des trains de sprinters qui sont lancés, bah forcément, il n'y a plus assez de place. Tu parlais tout à l'heure de la chute à Nice l'année dernière dans la première étape. Il faut se souvenir qu'elle est provoquée par les Ineos qui roulent à fond pour placer Bernal au sommet à l'avant du peloton et qui donne un énorme coup de patin sur route glissante dès que la bannière des 3 km est passée. Et d'ailleurs, ça avait provoqué notamment la chute de Thibaut Pinot. Donc, pour moi, les torts, ils sont vraiment partagés sur ce point de vue-là. Et peut-être que changer la règle des 3 km pourrait être une solution. Moi, ça m'énerve d'entendre cette règle des 3 km. Enfin, je vous dis ça parce qu'en gros, ils veulent la changer en fonction des étapes à 8, 5, 8, 10 km. Mais pourquoi pas 100 km? On n'a qu'à neutraliser les étapes. On fait juste courir les sprinters dans ces étapes plates. Et puis les favoris, on les met de côté. Comme ça, on les met directement, on les emmène en bus à l'arrivée. Et comme ça, tout le monde est content, il n'y a pas de chute. En fait, c'est juste ça qui m'énerve. En fait, on ne peut pas arrêter au bout d'un moment de mettre 5, 8, 10 km en termes de... Enfin voilà, après tout le monde doit en profiter et tout, il faut aller... Enfin, moi c'est mon avis, mais je sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu déplaces la règle des 3 km aux 10 km, et ben tu auras le même problème à 15 km de l'arrivée pour que les coureurs du général se replacent avant les 10 bornes. Et puis, ça n'empêchera pas toujours le problème des cassures, qui elles sont comptabilisées s'il n'y a pas d'incident technique ou s'il n'y a pas de chute. Donc, les leaders vont continuer de courir devant, quoi qu'il advienne. Donc, cette règle des 3 km, c'est pas, à mon avis, la solution. Les oreillettes, j'entends aussi le problème. Je pense pas que ce soit le problème majeur sur ce début de tour. Pour moi, vraiment, ce qui est à remettre en question, c'est le tracé sinueux, descendant, avec des virages dans tous les sens, surtout dans les 200 derniers mètres. Et ça, c'est vraiment plus possible. Maintenant, la nervosité du peloton sur un Tour de France, on pourra pas faire grand-chose pour l'annihiler, malheureusement. Ouais, mais ça fait un peu la magie aussi de ce Tour de France, d'avoir des virages. Ok, c'est peut-être des fois dangereux, surtout avec les aménagements urbains, qui le disait après dans le son de l'avenue, donc on n'a pas entendu en intégralité, mais derrière il disait que voilà, on mettait en place des choses pour ralentir
les voitures hein, dans les villes avec des dodanes ou des aménagements voilà, pour rétrécir la voie, mais c'était pas bon voilà, pour les coureurs, les cyclistes, on n'y pense pas vraiment. Donc il y a ce problème-là. Mais voilà, on a le droit aussi de mettre des virages à 150 mètres de l'arrivée. C'est juste que les coureurs doivent adapter leur allure à ce moment-là. Il y aura toujours c'est les sprinteurs qui vont vouloir prendre l'intérieur, comme a fait Caleb Ewan, au risque de toucher la roue du mec de devant. Donc moi, sur un sprint, honnêtement, un virage à 150 mètres de l'arrivée, j'ai du mal à entendre ce discours de Christian Prudhomme. C'est son avis, il défend les membres d'ASO qui ont tracé cette étape. Je pense que les mœurs doivent évoluer. Un virage à 500-600 mètres, pas de souci. Un virage à 150 mètres où tout le monde essaye de jouer des coudes pour se ruer contre les barrières, ça me posera toujours problème. Tu es aussi d'accord, on t'a pas entendu là-dessus. Est-ce qu'il faut abroger la règle des 3 km? Est-ce que pour toi, il faut changer un peu les tracés? Ou c'est juste, comme on le dit souvent, les coureurs qui font la course, s'ils arrivent à 100 km/h dans un virage, c'est sûr qu'il y aura de la casse. Bah, le souci, oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les coureurs font la course et parfois il faudrait peut-être qu'ils adaptent un petit peu le truc. Et après, c'est vrai que c'est un petit peu. Ça a toujours été ça, hein, ce côté, les sprinters un peu kamikazes qui arrivent à 70 avant un virage, ça changera pas. Il y aura toujours quelques coureurs qui tenteront le coup et si ça passe, ils auront gagné et ils auront eu raison. Donc c'est compliqué. Je pense que oui, adapter les tracés, ça reste quelque chose qui est faisable normalement. Le problème principal, à mon sens, c'est vraiment un petit peu ce 2 poids 2 mesures qui touche au règlement et à tout ce qui touche au cyclisme. Parce que on met des règles absurdes sur la hauteur des sockets des coureurs, mais par contre, on les aide pas pour justement des tracés et tout. Donc, je comprends l'énervement des coureurs qui se sentent tout sauf aidés, protégés, écoutés. Et je comprends tout à fait le ras-le-bol qu'ils ont eu hier. Après, il y aura toujours des chutes, quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, même si tu mets un final de 2 bornes tout droit. Bon, ce sera chiant déjà, mais surtout, il y aura quand même des chutes dans des sprints, et ça changera jamais. Il y a quelque chose aussi qu'on a pu remarquer, en tout cas ici sur le Tour de France, c'est qu'il y a des coureurs qui évitent constamment les chutes. Bon, Sagan, c'était un pro de ça. Bon, il n'a pas eu de chance parce que Ewan, il l'a pris de plein fouet. Mais un gars comme Julien Alaphilippe, par exemple, toujours bien placé et tout, il ne tombe quasiment jamais. Peut-être aussi à éduquer un petit peu le coureur cycliste, peut-être tombé, de faire des petites choses, mais franchement, Julien, il ne tombe jamais, c'est incroyable. Ah bah, il est tombé sur la première étape, il avait le genou en sang, alors il n'y a pas eu de conséquences, mais il a quand même eu des points de suture. Il tombe peut-être moins, mais je pense que personne n'a le totem. Hein. Tu cours à l'avant, tu as moins de chances de tomber, mais ça peut tomber sur n'importe qui. Regarde, quasiment tous les favoris sont allés par terre. Tony Martin, il était tout devant. Hein. Excellente analyse, Monsieur Sac. Ouais. Comme d'habitude, on va voir si l'analyse est bonne, toujours, en tout cas pour les paris, parce que c'est l'heure du pari. Ah, c'est même pas vrai. Bon, qu'on mette les paris, c'est vrai. Pour les paris, on va parier sur l'étape entre Changé et Laval, le contre-la-montre, le premier contre-la-montre de ce Tour de France, premier moment important pour les leaders. On va faire 2 choses. Le vainqueur de l'étape et celui qui est en jaune à la fin de ce contre-la-montre. Le vainqueur de l'étape, d'abord pour Rémi. Alaphilippe. Vainqueur de l'étape, carrément. Ok, Jérémy. Van Aert. Van Aert, ok, mais il s'est bien préparé pour ça. Et moi, je vais mettre un petit Stéphane Kung qui va faire plaisir à Marc Madiot dans sa patrie. Donc pourquoi pas Stéphane Kung, le Suisse. Donc Rémi, ici, on suit bien la logique. Après, tu m'arrêtes si je me trompe. Si Julien Alaphilippe remporte le chrono, je pense qu'il a le jaune à la fin. Tout à fait, je bisse. Jérémy, toi, c'est le jaune, tu avais quelques doutes. Tout à l'heure, je pense que ça se jouera à pas grand-chose entre Alaphilippe et Van Aert. J'ai envie de croire en un maillot jaune d'Alaphilippe, mais à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de marge. Mais je vais quand même jouer à Alaphilippe pour le fun et parce que j'ai envie de le revoir en juin. Ouais, moi aussi, je miserai sur Julien Alaphilippe. Alors 2 choses, je pense qu'il en a fait entre guillemets presque exprès de perdre ce jaune pour garder un peu d'influx, mais le problème c'est qu'après il a roulé pour Marc Cavendish, donc je me suis un peu trompé, donc je pense qu'il va pouvoir le reprendre sur ce contre-la-montre aussi, donc voilà, pour Julien Alaphilippe qui sera probablement, selon 2 experts sur 3, en jaune à la fin de ce chrono. Merci les gars d'avoir été présents pour ce mini débrief de cette 4e étape du Tour de France. On se retrouve un peu plus tard pour débriefer le reste de cette grande boucle, et puis sinon vous pouvez toujours nous écouter bien sûr sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et tutti quanti. Salut!